Merci Philippe. Alors aujourd'hui, notre séance est entièrement consacrée aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et je suis très heureux et honoré d'accueillir deux amis, le professeur Yves Panis, qui est actuellement président de la nouvelle société qui s'est consacrée à la prise en charge de ces maladies, qui s'appelle le GTED Chirurgie, comme vous l'avez dans les documents qu'on vous a remis, et mon ami Franck Carbonel, maintenant à Paris, après avoir travaillé pendant près de 10 ans avec moi à Besançon, et année dont je garde un souvenir très fort. Et donc je vous demande de me rejoindre pour modérer cette séance, qui va commencer par le prix des Masters de Chirurgie Fondation de l'Avenir, présenté par Mathilde Couturier de Clichy, qui est une élève de Yves Panis. Donc voilà, première présentation de cette session. Donc Mathilde Couturier, qui est donc interne de chirurgie digestive, qui finit son internat, qui a fait un master et qui a donc eu ce prix sur le rôle de note 2 dans la récidive post-opératoire iléale au cours de la maladie de Crohn, étude mécanistique sur modèle murin, et qu'elle avait comme coordonnateur de ce projet, directeur de ce projet, Éric Augier-Denis, qui est chercheur à Bichat. Mathilde. Merci. Bonjour messieurs, dames. Je suis très honorée d'être reçue aujourd'hui ici pour vous présenter donc, le travail que j'ai réalisé dans le cadre de mon master au Centre de recherche sur l'inflammation à Bichat et qui portait sur le rôle de note 2 dans la récidive post-opératoire au cours de la maladie de Crohn. Donc, la maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin dont l'étiologie n'est pas encore bien connue à ce jour et qui participe probablement d'une combinaison de facteurs de risque endogènes, en particulier des facteurs génétiques et exogènes, environnementaux. Le mieux déterminé à l'heure actuelle, c'est le tabac. Ces facteurs influent sur des fonctions biologiques clés. À l'heure actuelle, les axes de recherche sont le microbiote intestinal, les cellules épithéliales intestinales, les variations de perméabilité intestinale et les variations de réponse immunitaire. Et toutes ces fonctions aboutissent à un état d'inflammation intestinale et à la maladie. Le gène NOT2 a été le premier gène décrit de susceptibilité à la maladie de Crohn en 2001. Il s'agit d'un récepteur des produits de dégradation bactérienne portés par l'épithélium intestinal et par des cellules immunitaires, en particulier les cellules de l'immunité innée. Les mutations de NOT2 sont fortement associées à la forme iléale de la maladie. Et au cours de la maladie de Crohn, une mutation de NOT2 est associée à un recours plus précoce à la chirurgie pendant le traitement, à une diminution de l'intervalle sans maladie après une résection intestinale et pour les patients porteurs de réservoirs, à une fréquence augmentée des pochites. Par ailleurs, il a été montré qu'en chirurgie pédiatrique, après une chirurgie dans la très petite enfance, il se développait chez un certain groupe de malades des ulcérations sus-anastomotiques comparables à celles qu'on observait dans la maladie de Crohn. Et chez ces enfants, 70% à peu près étaient mutés pour NOT2. Il existe des lignées murines qui sont mutées ou invalidées pour le gène NOT2, mais spontanément, ces souris ne développent pas d'inflammation intestinale. Et il existe également différents modèles d'inflammation intestinale, spontanée ou induite, par transfert de population lymphocytaire, des colites induites par des agents chimiques, par des agents bactériens ou des transferts de flore. Et il existe des modèles chirurgicaux ou radio-induits. L'objet de notre travail et notre hypothèse était qu'une mutation de NOT2 serait à l'origine de l'aggravation ou de la pérennisation anormale de phénomènes inflammatoires digestifs. Et nous avons travaillé à développer 2 protocoles d'induction d'inflammation iléale sur un modèle murin porteur de la mutation 1007FS, qui est la mutation la plus fréquente au cours de la maladie de Crohn. Le premier modèle était un modèle chirurgical de résection iléocécale chez la souris et le second, un modèle d'iléite radio-induite. Nous avons commencé par développer le modèle de résection iléocécale qui présentait plusieurs avantages, en particulier une certaine pertinence par rapport à l'observation clinique, puisque la résection iléocécale est l'intervention la plus pratiquée au cours du traitement chirurgical de la maladie de Crohn. Et il s'agit d'un modèle qui a été développé avec succès chez la souris interleukine 10-KO, permettant le développement chez ces souris d'une inflammation et d'une fibrose sus-anastomotique. Les inconvénients de cette technique étaient qu'il n'avait jamais été mis en œuvre sur la lignée de souris mutées pour NOT2 que nous utilisions et il n'y avait pas de protocole clairement décrit dans les publications.
La première étape a donc été une étape de mise au point sur des souris sauvages, où nous avons testé différents types d'anastomoses iléocoliques, des anastomoses latérales, termino-terminales avec une invagination et termino-terminales à points séparés. C'est le type d'anastomose que nous avons gardé pour les groupes définitifs. Il s'agissait d'une anastomose termino-terminale à points séparés par du film monobrun non résorbable 10-0. En pré- et post-opératoire, les souris étaient installées sur des cages équipées d'une grille pour les séparer de leur litière, et on les soumettait à un jeûne préopératoire de 12 heures et post-opératoire de 48 heures à l'eau sucrée. Ensuite, elles retournaient sur des cages standards et étaient réalimentées. Nous avons divisé nos souris en deux groupes. Un premier groupe de souris mutées, porteuses de la mutation 1007FS, et un second groupe contrôle de souris wild-type. Ces deux groupes étaient divisés en deux sous-groupes avec des temps d'analyse à 4 semaines, une analyse précoce, et à 6 semaines. Et les critères de jugement pour ce modèle étaient cliniques, d'une part, la survie des souris dans les groupes, histologique, par l'analyse en aveugle de la zone d'anastomose par une anatomopathologiste, et biologique, par l'étude de l'expression de 3 principales cytokines pro-inflammatoires, le TNF-alpha, l'interleukine 1-bêta et l'interleukine 8. Pour ce modèle, il n'y avait pas de différence entre nos groupes en termes de survie. En revanche, pour l'étude histologique, sans pouvoir obtenir de résultats significatifs, on observait quand même un développement d'ulcération chez certaines souris du groupe muté que l'on n'observait pas dans le groupe sauvage. Il s'agissait d'ulcération iléale sus-anastomotique. Il y avait également plus de cryptes régénératives dans le groupe muté, plus de signes d'inflammation chronique, un infiltrat polynucléaire un peu plus important et la disparition des cellules de Paneth que l'on n'observait pas dans le groupe sauvage. Concernant la détection des phénomènes inflammatoires infracliniques, on a donc réalisé un dosage par ELISA des 3 principales cytokines pro-inflammatoires dans l'iléon sus-anastomotique. Les souris présentaient au temps précoce une tendance à l'augmentation d'expression de ces cytokines pour les 3 cytokines, mais qui n'était pas significative. En revanche, on ne retrouvait pas ce résultat au temps plus tardif, avec un sacrifice à 6 semaines. Ça s'inversait même pour l'interleukine 1-bêta. Le second modèle que nous avons développé était un modèle d'iléite radio-induite. Les avantages de ce modèle étaient pour nous une physiopathologie comparable du développement des lésions radio-induites chez l'homme et chez l'animal, avec des lésions observées après irradiation qui se rapprochent de celles de la maladie de Crohn. Et l'intérêt de ce protocole était un contrôle précis du site et de l'intensité du stimulus pro-inflammatoire, puisqu'on choisissait l'endroit sur le grêle où on appliquait l'irradiation. Les inconvénients, évidemment, il n'y a pas de correspondance clinique directe comme avec le modèle chirurgical, et le matériel est plus difficile d'accès. La mise au point pour ce protocole, ça a été la réalisation d'une gamme de doses pour choisir les doses d'irradiation les plus à même de produire une inflammation importante et observable sans être létale pour les souris. Et en pratique, on endormait les souris à l'isoflurane, on pratiquait une courte laparotomie et le segment d'intestin à irradier était repéré par mesure simple sur l'iléon terminal et soumis à une irradiation à la dose choisie. Nous avons constitué 2 groupes définitifs, encore une fois un groupe muté et un groupe contrôle sauvage, et appliqué 2 doses, une dose faible à 13 Gray et une dose plus importante à 16 Gray, avec un temps d'analyse à 7 jours pour permettre de noter les phénomènes inflammatoires, et un temps plus tardif à 21 jours pour pouvoir observer les phénomènes de réparation et de fibrose sur la zone irradiée. Là encore, les critères de jugement étaient de 2 types. Un critère clinique, la survie dans les groupes, toujours, et un critère histologique, l'application d'un score histologique inspiré du score publié en 92 par Howard Jensen sur les lésions radiques du rat, et qui comprenait une cotation de 0 à 8, une atrophie villositaire de 0 à 4, et l'étude des cryptes, atrophie ou régénération glandulaire, cotée également de 0 à 4. Nous avons rajouté à ce score 2 critères pour le temps précoce inflammatoire, l'infiltrat à polynucléaire neutrophile, et pour le temps plus tardif, le développement de la fibrose. Au temps précoce, pour les 2 doses, nous avons observé des différences entre les groupes. Cette différence est significative pour la dose de 13 Gray à 7 jours,
avec des lésions plus importantes. À 16 Gray, la différence n'est pas significative, peut-être en raison des critères choisis dans notre score histologique, car les lésions étaient quand même différentes, avec notamment la présence de nombreux abcès cryptiques dans le groupe de souris mutées, qu'on ne retrouvait pas chez les wild type. Cependant, cette différence ne ressortait pas en termes de statistiques. Au temps plus tardif, il y avait une nette tendance à des lésions plus importantes dans le groupe muté, mais là encore, ce n'était pas significatif, et on a pu observer une fibrose plus importante dans le groupe des souris NOD2 après irradiation. En conclusion, la présence d'une mutation de NOD2 ou invalidant la fonction de NOD2 semble augmenter la sensibilité iléale à l'inflammation induite dans nos travaux. Et ça a permis de développer 2 approches expérimentales, 2 modèles expérimentaux différents mais complémentaires pour induire une inflammation iléale dans un contexte de mutation de NOD2. Les limites de ce travail sont d'une part l'effectif insuffisant qui n'a pas permis de conclure formellement. Le choix de la lignée 1007FS, c'est-à-dire porteuse d'une mutation tronquante avec une potentielle perte de fonction, peut se discuter aussi. Il faut probablement répéter ces 2 protocoles sur un modèle de souris KO, c'est-à-dire invalider complètement pour le gène. Et ensuite, il s'agissait de difficultés techniques pour les 2 protocoles. La première difficulté technique pour le modèle chirurgical, ça a été des problèmes d'occlusion post-opératoire, responsables de la plupart de la mortalité dans les groupes de souris. Et pour le modèle d'irradiation, un problème d'accessibilité au matériel. Les perspectives dans les 2 modèles sont d'une part de reproduire sur un effectif plus important pour permettre de conclure, on l'a dit, de confirmer sur des souris invalidées totalement pour le gène, et on pourrait évaluer l'effet d'une antibiothérapie, par exemple, sur le développement d'une inflammation iléale chez les souris mutées, avec une analyse ou un génotypage de la flore iléale et colique, avant et après la réalisation de l'anastomose pour comparer d'éventuelles différences. L'autre perspective avec ces 2 modèles, c'est de déterminer le compartiment dans lequel NOD2 est impliqué pour le développement de ces phénomènes inflammatoires. On ne sait pas s'il joue un rôle plus important dans l'épithélium intestinal ou dans les cellules immunitaires de l'immunité innée. Et on pourrait appliquer ces modèles à des souris chimères, greffé avec de la moelle invalidée pour le gène NOD2 par exemple. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je voulais remercier l'équipe de l'INSERM qui m'a accueilli et la Fondation de l'Avenir qui me permet d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. On va, avant les questions, entendre peut-être Éric Augier-Denis, qui est le directeur du laboratoire Bichat, qui a coordonné toute cette recherche et qui, depuis 2 fois déjà, travaille avec des internes en chirurgie. On lui a injecté des internes en chirurgie digestive et finalement, il s'en est pas trop plaint. Et donc, il va nous faire le commentaire de ce travail. Merci, Éric. Merci beaucoup. Je suis très heureux et très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Moi qui ne suis pas chirurgien, mais voilà, ça me permet de... Merci beaucoup. Ça me permet de vous rencontrer et puis de parler dans un endroit mythique, quoi. C'est assez agréable. Alors, le commentaire, je n'ai non plus pas l'habitude d'en faire, donc je vais en faire un vis-à-vis de Mathilde dans un premier temps, parce que c'est vrai que Mathilde, même avant Mathilde, il y avait un autre master que Yves nous avait envoyé, et c'est vrai que les masters en chirurgie sont souvent des gens très très compétents. Et c'est pas parce que je suis ici que je le dis, c'est une réalité. Mathilde a mené de front 2 projets, comme vous avez pu voir, 2 projets qui n'étaient pas du tout développés dans le laboratoire et où il a fallu bien évidemment un nombre de mises au point considérables. Je rappelle, mais ça vous le savez, que le côlon humain fait entre 1,50 m et 2 m, celui d'une souris fait 8 cm, et c'est pas du tout la même chose de faire une anastomose sur ce genre de matériel. Et là où rien ne transparaît, c'est toutes les difficultés auxquelles elle a été confrontée, ne serait-ce que les occlusions, bien évidemment, mais énormément d'autres choses, jusqu'à trouver la bonne méthode pour arriver à maintenir les souris en vie et pouvoir faire les études nécessaires. Et pour l'irradiation, c'est exactement le même problème. On a relancé un projet sur cette irradiation à l'IRSN, qui est donc l'Institut national de la sûreté nucléaire, où ils ont, et je crois qu'il n'y en a qu'un en France, un accélérateur de particules dédié au petit animal.
Et en l'occurrence, il a fallu que Mathilde passe des tests aussi, parce que il faut, dans ce genre d'institut, on ne rentre pas comme ça, il faut montrer patte blanche. Bref, ça a été pendant pourtant que 6 mois de travail, énormément de choses faites. Donc voilà, là je voulais la remercier par rapport à ça, remercier bien évidemment Yves par rapport à ce don de master, je dirais, et cet afflux permanent. Et surtout finir par les perspectives qui ont permis, grâce à Mathilde, de partir. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, dans le laboratoire, on a au moins 2 projets qui nous lient maintenant avec cet institut de la recherche et de la sûreté nucléaire. Un qui est guidé par Magali Zappa, que vous aurez tout à l'heure à entendre, et un autre qui permet justement de développer sur le modèle Note 2 et d'aller approfondir un peu toute la mécanistique de la sensibilité de ces souris à l'irradiation, pour voir éventuellement à générer un modèle de la maladie de Crohn expérimentale qui fait toujours défaut à l'heure actuelle. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.